Et tiens, tant que j'y suis, est-ce que tu aurais quelques minutes pour parler du métal lituanien? Ah, parce qu'ils en ont. Tu ne crois pas si bien dire. Bon, tu les as tes 5 groupes? Ça fait un bout de temps qu'on a annoncé cette vidéo quand même. En fait, j'en ai pas tout à fait 5, c'est compliqué, mais ça va quand même le faire. Ah, sûr? Ouais. Bon, du coup ça te va si on tourne aujourd'hui? Ok, je me mets en route. Ok, bah écoute, ça me laisse le temps de présenter le premier groupe. Alors, le métal lituanien. Eh bien, à moins de vous y être particulièrement intéressé, il y a fort à parier que vous ayez du mal à citer plus d'une dizaine de noms de groupes originaires de là-bas, que vous connaissez bien et que vous appréciez. Ces groupes, nous sommes allés les chercher pour vous ouvrir la voie. Et même si le but est de vous en faire découvrir un maximum, quand on parle de métal lituanien, autant ouvrir le bal avec Au-dessus. De prime abord, ce groupe n'a pas grand-chose de lituanien. Entre leur nom, le fait qu'ils soient chez le label français Les Acteurs de l'Ombre, difficile de croire qu'ils ne soient pas de chez nous. Pourtant, ils viennent bien de Lituanie, et font d'ailleurs partie des groupes qui marchent le mieux à l'international. Et musicalement, Au-dessus officie dans le post-black metal, ce qui en fait une excellente entrée en matière étant donné que le post et le black sont deux des grandes dominantes du métal lituanien. Après ce premier EP, album sorti en 2015, dont les influences hardcore et sludge font quand même agréablement lever le sourcil, le groupe a sorti un autre album en 2017, et il est encore plus impressionnant de violence. Il est aussi une preuve supplémentaire que le groupe maîtrise le mélange des genres, et les musiciens montrent qu'ils savent composer des morceaux consistants, sans que la cohabitation de l'urgence presque étouffante et de la lourdeur ne soit laborieuse. Et dans un cas comme dans l'autre, la performance du chanteur prend assez facilement aux tripes, et rend la musique d'autant plus intense. Voilà, un groupe que je vous invite à suivre de près, d'autant qu'ils ont sorti un EP pas plus tard que cette année, et dont je vous recommande l'écoute, évidemment. C'est à toi. Ah pardon, j'ai remarqué qu'il y a 2 membres de Au-dessus qui ont aussi joué dans Exile into Suffering. Mais encore. Pendant mes recherches, j'avais vite fait écouter leur EP, ils avaient sorti un 7 titres vers 2015, c'est du tech death, du coup, je vous laisse écouter vite fait, des fois que ça éveille chez vous quelques curiosités. En revanche, à l'instar de la France, le métal en Lituanie devient rapidement un jeu de ping-pong, les musiciens doivent au moins chacun avoir 2 groupes. Et quand on voit que toutes les formations sont majoritairement de Vilnius, on se dit qu'ils doivent aussi tous se connaître. Aussi, en fouillant, j'ai découvert que l'ancien chanteur de Exile into Suffering, Dominikas, joue maintenant dans un groupe qui s'appelle Death in Taiga.
Si vous voulez briller en société devant vos amis deathcoreeux, vous pouvez leur parler de Death in Taiga, leur présenter les 3 singles déjà sortis, et leur partager votre excitation quant à l'album qui ne devrait plus trop tarder. Allez hop, c'est cadeau. Et avec ceci, Je te laisse finir ton thé, je les garde un petit peu pour leur parler de Berserker. C'est un autre petit projet qui a l'air de traîner, c'est fort dommage, ils avaient sorti un premier album en 2016, mais je pense que ça va ravir tous les fans de Death Symphony qui nous regardent. Mi-2020, le groupe avait sorti un nouveau single, mais à part quelques posts sur les réseaux, on a peu de nouvelles sur le prochain EP ou album en devenir. Personnellement, le dernier single démontre que le groupe a l'air d'évoluer quand même dans le bon sens, et ce petit côté amorphiste n'est pas pour me déplaire. J'espère que t'es prêt pour le prochain groupe parce qu'on va repartir sur les chapeaux de roue. Tu m'en diras tant. Avec un groupe comme Crypts of Despair sous la main, je vois pas quoi dire d'autre. Tiens, tu vas m'écouter ça et je te défie de tenir ta nuque en place. Ouh, effectivement. En termes de death metal, je t'avoue que le choix a été plutôt vite fait, parce qu'aucun autre groupe n'a été une aussi bonne surprise que Crypts of Despair. Alors d'emblée, je vous le dis, le groupe est à des lieues d'avoir inventé le fil à couper le beurre, mais leur death sonne tellement bien que c'est un réel plaisir d'écouter leur album. Leur personnalité va surtout s'entendre dans la structure des morceaux et dans le travail autour des voix, parce qu'ils sont deux à chanter. D'un côté, on a un growl très profond, très grave, et de l'autre, un chant saturé qui tend plus vers les aigus, donnant une impression de chant hurlé. Et entendre cette dualité à l'œuvre donne encore plus d'épaisseur à leur musique.
Par ailleurs, le groupe aime beaucoup les changements de tempo, passer de la fulgurance à la lenteur. Et sans que la construction des morceaux ne soit particulièrement complexe, elle est quand même assez éloignée du très classique couplet-refrain solo. Comme le groupe a conscience de ne pas réinventer la roue, il mise sur l'efficacité. Tout est fait pour vous attraper l'oreille et pour relancer votre attention. D'ailleurs, si vous avez été un peu refroidi par la prod du premier album, un peu à l'effet de galerie souterraine vétuste, eh bien celle du deuxième est totalement différente. Et avec ceci? Ah, t'aurais pas un petit groupe pour alléger un peu l'ambiance ? Ok, bah je vais parler de Sickening. Au vu du nom du projet, j'aurais pu le garder en bonus. Et je dis le projet, je ne dis pas le groupe, parce que la boutique est tenue par un seul homme, Ed Casimir. Il diffère du métal chrétien et j'ajouterai aussi l'étiquette symphonique, écoutez-moi ça. Commençons par la voix. Ed mélange le medium growl, un peu à la Mushroom Head ou Lamb of God, avec un poil moins de puissance quand même, le low growl bien guttural, un peu à la Das pour ceux qui connaissent, et le scream black metal à la Cradle. Toute l'instrumentale est superbement exécutée, le monsieur est loin d'être un shredder à la guitare, mais la cohésion entre les guitares, les basses et les parties sympho est parfaite. Et je rappelle, il fait ça tout seul. La batterie, bien que samplée, est comme tout le reste des instruments gérés par ordinateur, carré, efficace et bien mixé. Depuis début 2020, l'artiste nous sort des petits EP de 4 titres tous les 6 mois environ. Loin d'être technique, je trouve que Ed nous livre quelque chose d'authentique et malgré tous les instruments programmés, je l'explique difficilement mais je trouve qu'il y a quelque chose d'organique. Maintenant, j'aimerais vous parler de mon premier grand coup de cœur de la scène lituanienne, qui en est d'ailleurs aussi l'une des figures de proue à l'heure actuelle. Mais manque de chance, Jotvarnis fait partie des groupes les plus compliqués que j'ai eu à décrire sur cette chaîne. Alors si je peux me permettre, ça se prononce Jotvarnis. Tiens, regarde. Here is Jotvarnis! Jotvarnis, donc, ok. Bon, en fait, c'est assez compliqué d'être catégorique sur le genre le mieux à même de les définir. Eux-mêmes disent qu'ils font du dark metal, mais je trouve que ça fait l'impasse sur pas mal d'éléments de leur musique. Si je devais commencer par le plus évident, ce serait leur côté pagan. Leurs pochettes, les illustrations, les paroles en lituanien, les thèmes abordés et l'ambiance des morceaux font que c'est évidemment pagan. Ils utilisent également quelques percussions et instruments traditionnels, mais trop peu pour que ce soit du folk metal. En revanche, le travail de composition donne à certains morceaux une aura presque grandiose, voire même solennelle, donc totalement en phase avec leur univers pagan.
reste, il y a des éléments de métal progressif, de métal extrême, et Yodvarnis navigue toujours entre ces genres-là. Une autre chose tout à fait agréable, c'est qu'ils ont le sens du riff. Leurs morceaux durent en moyenne 7 à 9 minutes, pendant lesquelles le chanteur laisse le temps aux guitares de parler. Pas mal de leurs riffs sont assez mémorables, notamment parce qu'ils prennent le temps d'insister dessus, dans des développements comme ceci. Enfin voilà, Yodvarnis, c'est 3 albums que je vous recommande chaudement d'aller découvrir en prenant votre temps. Ils sont tous 3 très différents et les écouter les uns à la suite des autres permet vraiment de se rendre compte de l'évolution et du gain en maturité du groupe. Rassure-toi, j'ai aussi pédalé dans la smoule avec Awakening Sun, et dans la catégorie suivre l'évolution d'un groupe depuis ses débuts, il est pas mal aussi celui-là. Avec ses 10 ans de carrière et ses 4 albums, y a de quoi dire. C'est un projet mené par le guitariste, compositeur et chanteur Ernestas, et le premier album intitulé Sold Out est sorti en 2011. On dirait un mélange embryonnaire entre du death old school, bon, avec peu de subtilité au chant, qui cherche à faire son coming out dans le monde du metalcore. Après quelques tournées, le groupe sort en 2013 Imbalance, un nouvel album, déjà plus percutant au niveau du mix et plus aéré, et plus groovy aussi. On dirait qu'ils ont ajouté une influence Pantera à leur musique, c'est difficile de l'expliquer avec un petit extrait mais je vais essayer de vous trouver ça. Après 5 longues années de composition, en 2019 sort Into the Light. On sent direct que la musique pousse encore d'un cran vers le metalcore et c'est probablement dû à l'arrivée du nouveau batteur venu des Pays-Bas. Je pense que si on se promène à Vilnius et qu'on demande aux métalleux du coin un groupe local, et ben Awakening Sun c'est un groupe qui va ressortir assez souvent. Et pour terminer ce tour discographique d'Awakening Sun, que je vous invite quand même à découvrir par vous-même, sachez que le dernier album est sorti en mai 2022. Et là on est clairement dans le metalcore avec des parties rythmiques et des refrains mélodiques, et ça vous rappellera certainement Trivium et Sylosis. The
Bon, après tout ça, je pense que c'est le bon moment de vous parler de Kunabula, pour apaiser un peu le ton. Ce groupe, ça a été un vent de fraîcheur. Dès les premières secondes de leur EP Scar, je me suis dit, ça ne sonne pas black metal, les sonorités sont particulières, mais je sens qu'elles veulent m'emmener quelque part. Et malgré la longueur des morceaux, je n'ai pas senti les minutes passer. Pour décrire leur musique, les mots qui reviennent le plus souvent sont atmosphérique, post-metal, sludge et progressif. C'est vrai que de temps en temps, les guitares ont une lourdeur qui peut faire penser au sludge, mais malgré tout, je dirais que atmosphérique post-metal leur va plutôt bien. Pour le côté progressif, il y a quelques envolées caractéristiques et quelques passages un peu curieux. Je n'irai pas forcément jusqu'à parler d'expérimentation, mais ils ont un univers sonore bien à eux, ça c'est indéniable. Et entre les passages atmosphériques, les passages un peu plus musclés et les passages plus curieux, je trouve que l'EP est vraiment bien construit. Et la chanteuse, elle chuchote tout le temps ou bien... Justement non, en fait, à chaque morceau, on va l'entendre sous un jour différent. Elle va du chuchotement au chant saturé en passant par un chant clair très touchant, presque innocent, et c'est une raison de plus qui me fait vous recommander ce groupe. Et ils n'ont rien sorti à part ce 3 titres. Alors techniquement non, mais ils sont actifs sur les réseaux sociaux et ils tournent, donc on est en droit d'attendre un prochain album de leur part. C'est le moment de parler de Pekla. Ah, Pekla! Ah oui, ça va accélérer un peu le tempo. Ah, Pekla, c'est un sacré morceau aussi, 4 albums en presque 10 ans de carrière. Bon, je vais vous la faire courte. C'est du heavy rock'n'roll, influencé, selon leur dire, par Motorhead, Venom, Tank et compagnie. Ça sonne quand même assez thrash punk dans les premiers albums, avec par exemple celui intitulé sobrement Speed and Roll. Plus on avance dans la discographie, plus ça sonne propre, mais ça reste quand même gros délire et bon enfant. Ah ouais, ils viennent aussi de la petite ville de Xiaolé que je vous conseille fortement de visiter si vous passez dans le coin, ça a l'air très charmant. Magic button and let it do its work. The sights are
entertainment invoking. You know it's an illusion, yet it makes you feel okay. Boogie with Satan. Boogie with Satan. All night. Eh bien, me concernant, je vais repartir dans les joies du métal extrême avec un groupe un peu plus hybride. Aeresis, c'est le projet parallèle d'un membre d'Inquisitor, un groupe d'avant-garde black metal aujourd'hui éteint. Et avant que des musiciens ne le rejoignent aux alentours de 2016-2017, ce membre surnommé SB ou Skoll se chargeait de tout, sauf de la basse sur certains enregistrements. Et avec une démo et un split sortis respectivement en 2004 et 2008, on saisit assez rapidement l'ambition du projet. Un mariage de black, de death, de dark ambient, de noise aux airs de chimère progressive et expérimentale. C'est à l'occasion de la sortie d'un premier album en 2011 que nous pouvons entendre le jeu de toutes ces influences à l'œuvre. Et il y a de bonnes idées dans cet album, mais n'oublions pas qu'il s'agit du premier d'un one-man band lituanien sorti en 2011. Vous vous doutez que la prod n'est pas extraordinaire. Malgré tout, il reste écoutable, sauf peut-être si vous êtes batteur. En réalité, j'ai vraiment eu envie de vous parler de ce projet après avoir écouté tout ce qui lui a succédé. Comptez 2 EP de dark ambient, noise, et 2 EP, les 2 derniers, plus portés sur le métal. Et par rapport à l'album, c'est infiniment mieux produit. Ils sont désormais 4 musiciens, donc Skoll n'a plus le souci de devoir tout réaliser seul, et chaque membre apporte un nouveau souffle à ses compositions. Pour vous donner un exemple, le chanteur arrive par moments à ajouter une dimension presque spirituelle à ce chaos musical extrême et dissonant. Je vous invite vraiment à écouter ce projet dans son intégralité, et pour ma part, je suis assez curieuse de savoir à quoi va ressembler leur prochaine sortie. Ah bah voilà, j'ai trouvé un groupe de death mellow. De death mellow? Mais t'en as déjà présenté? Oui, mais celui-là, c'est pour moi, c'est bonus. Ça s'appelle Ossastorium et ça a vu le jour en 2001, et la formation a sorti 2 albums en 2006 et 2011, et plus récemment en 2018, un EP 4 titres quasiment instrumental, assez prog, qui annonce vraiment du bon pour la suite. Bon, en même temps, ils ont changé de batteur en 2016, et quand tu vois les reports du futur EP, ça a l'air d'être un sacré groover, le bonhomme. Ah bah voilà, ça c'est un projet qui m'excite au plus haut point. En plus, ces mecs viennent de la ville de Kaunas, ça peut être que des types bien. Oui, alors c'est pas parce que c'est ton groupe bonus et qu'on approche de la fin de l'épisode que tout de suite, la politesse. Non, mais la ville s'appelle vraiment Kaunas. Soit.
Bon, bah finalement, il y a quand même pas mal de choses en Lituanie. Bon, la scène n'est pas aussi développée qu'en Italie, mais on va pas faire nos fines bouches. Et c'est fini, tu peux arrêter de chercher des groupes, hein, tu sais. Ah, mais je prends les billets d'avion pour la prochaine destination. Direction l'Écosse. Ah bon?